Il existe de nombreux mystères scientifiques et historiques non résolus qui pourraient changer notre façon de comprendre le fonctionnement du monde. Certains pourraient même bouleverser notre compréhension de la vie ou de la réalité elle-même. Orovendon menait une vie paisible avec sa famille dans le hameau de Trekam, dans la province de Quang Ngai, district de Tay Tra, au Vietnam. Lorsque la guerre du Vietnam a éclaté dans le pays, Don s'est battu aux côtés de l'armée. La guerre a commencé en 1954, un conflit qui opposait le gouvernement communiste du Vietnam et le Viet Cong aux États-Unis. C'était une manifestation de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. 3 ans avant la fin de la guerre, le village de Don à Tay Tra serait détruit. L'armée des États-Unis s'était abattue sur la région avec des armes de destruction massive en 1972. Don, cependant, a pu échapper à la tragédie, et avec son fils, il s'est enfui dans la jungle voisine, pensant que sa famille n'était plus en vie. L'homme s'est enfoncé dans le feuillage, fuyant au cœur de la jungle, où lui et son fils Lang resteraient introuvables. Pendant 3 ans, ils construisirent une cabane dans les arbres et vécurent paisiblement dans la jungle. Lorsque la guerre prit finalement fin, Don et son fils restèrent vigilants. Étant donné qu'ils n'avaient aucun contact avec le reste du monde, ils ignoraient la fin du conflit. Ils étaient convaincus que le chaos régnait toujours et avaient trop peur pour sortir. Le père et le fils ignoraient que des membres de leur famille avaient survécu au conflit et les cherchèrent depuis 41 ans. En 2013, des bûcherons ont rencontré les hommes vivant dans une cabane perchée dans les arbres et ont contacté les autorités locales. Par la suite, Tri, l'autre fils de Don, en entendit parler et partit à leur recherche. Finalement, il les a trouvés. Lang a reconnu son frère et s'est immédiatement attaché à lui, tandis qu'un Don sceptique n'arrivait pas à croire que ce soit possible. Finalement, il a admis que la guerre du Vietnam était finie et qu'il pouvait retourner à la civilisation moderne. À contre-cœur, les deux sont sortis, forcés de quitter la jungle à cause de la santé déclinante de Don. Au moment où ils ont été réintégrés dans la société et réunis avec les membres encore en vie de leur famille, Lang avait 42 ans et son père était au début de la 80aine. De nouveaux sons, de nouvelles routines, peu de conflits. La vie moderne différait beaucoup de la nature sauvage qu'ils connaissaient. L'histoire de Don et Lang était celle de la survie et de l'engagement, et elle témoignait de leur persévérance. Tri n'avait jamais cessé de chercher son père et son frère perdus de vue, un espoir qui finirait par porter ses fruits de la meilleure des façons. La plupart des gens auront été en contact avec des virus dans leur vie quotidienne, que ce soit à travers un simple rhume, une maladie plus grave, ou même sur les feuilles des plantes. Mais comprendre exactement ce qu'ils sont est bien plus difficile. Qualifier les virus de forme de vie va à l'encontre de la définition stricte de ce qu'est la vie, mais ces minuscules agents pathogènes possèdent de nombreuses caractéristiques nécessaires pour répondre à cette définition. L'une des plus grandes questions concernant les virus est de savoir exactement d'où ils viennent. Répondre à cette question pourrait mieux nous faire comprendre ce qu'est exactement la vie. Les virus sont essentiellement des brins de matériel génétique enfermés dans une coque protéique. Ils évoluent, se reproduisent, mais n'ont pas de processus métabolique. Ils ne mangent pas, ne s'accouplent pas, ne produisent pas de déchets et ne se répliquent qu'en présence d'un hôte. Ce sont des parasites intracellulaires qui dépendent d'autres formes de vie pour survivre. Cela n'aide pas vraiment les scientifiques à savoir d'où ils viennent. Il existe 3 principales théories sur l'origine des virus. La première est l'hypothèse progressive, ou hypothèse de l'échappement. Celle-ci suggère que les virus faisaient autrefois partie de formes de vie plus complexes. De nombreux organismes complexes, dont les humains, ont des éléments génétiques mobiles dans leur génome. La théorie suggère que les virus seraient issus de tels éléments génétiques. Ils ont acquis la capacité de sortir d'une cellule et entrer dans une autre. La seconde est l'hypothèse régressive. Les virus étaient sans doute autrefois plus proches de la vie qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils auraient pu être libres et indépendants, mais ont développé une relation symbiotique avec une autre forme de vie. Avec le temps, cette relation est devenue de plus en plus parasitaire. Le virus a perdu des gènes, dont ceux nécessaires à une vie indépendante, devenant progressivement ce qu'il est aujourd'hui. Il est aussi possible que les virus ne viennent pas de la vie. L'hypothèse selon laquelle les virus sont apparus en premier suggère que les virus ont évolué avant ce que nous connaissons comme la vie, ou du moins très près de l'origine de la vie. Les virus, très simples, pourraient avoir été les premières entités à se répliquer et évoluer. Avec le temps, certains sont devenus plus complexes, développant les enzymes nécessaires pour créer des parois cellulaires. Finalement, certains ont peut-être évolué vers la vie véritable, ou du moins contribué à son évolution.
Des preuves existent pour les 3 hypothèses. Les virus infectent toutes les formes de vie et il est difficile de croire qu'un virus ayant commencé comme une infection animale puisse évoluer au point d'infecter des plantes. Les virus auraient probablement émergé avant la séparation des différents règnes, évoluant parallèlement à leurs hôtes. Cela suggérerait l'hypothèse selon laquelle les virus sont apparus en premier. Mais certains virus semblent correspondre exactement à ce que théorisent les hypothèses progressives et réductives. Certains scientifiques estiment que les virus ont évolué plusieurs fois au début de l'histoire de la vie. Certains auraient existé avant la vie, d'autres sont apparus dans les cellules des premières formes de vie. Les recherches récentes sur les virus changent sans cesse la perception des scientifiques sur ces organismes. Les groupes et les classifications évoluent, et des virus que l'on pensait autrefois étroitement liés les uns aux autres se révèlent à provenir de branches totalement différentes. Un jour, ces recherches ne pourraient éclaircir le mystère de l'origine des virus, mais de nouvelles théories pourraient aussi émerger à mesure que nous en apprenons plus sur ces organismes. Savannah Jane Speaker, âgée de 25 ans, est décrite comme ayant les cheveux bruns et les yeux bruns. Elle mesure 1,57 m et pesait 54 kg. On ignore presque tout des antécédents de Savannah, sauf que sa mère dit qu'elle doit prendre des médicaments en permanence pour des troubles mentaux non précisés. Il n'est pas rare qu'une femme adulte passe quelques jours sans parler à ses parents, mais ce cas était différent. La résidente de Midland, Michigan, était en contact permanent avec sa mère. Selon ses parents, Savannah n'était pas allée travailler depuis quelques jours et n'avait contacté ni famille ni amis, ce qui inquiétait. Une vidéo réalisée par sa mère a été publiée sur les réseaux sociaux, expliquant que le père est son tuteur légal pendant cette période et qu'elle pourrait avoir besoin de soins médicaux. Alors personne ne savait avec qui la femme disparue était ni où elle comptait aller. Elle a aussi indiqué qu'1 an et demi avant cet incident, la disparue se serait égarée et aurait erré loin dans le désert s'il n'avait pas pu la localiser. Inquiétant. Quand la famille a été informée de la disparition, la localisation du téléphone était déjà désactivée ou la batterie épuisée. Savannah aurait connu des épisodes liés à son état mental et était décrite comme vulnérable pendant ces moments-là. Elle a été vue pour la dernière fois le 29 mai 2025 à Midland, au volant de sa Chevrolet Impala, noire de 2009. Elle aurait confié à une amie vouloir aller en Caroline du Nord avant de disparaître. L'affaire a retenu l'attention de l'Aware Foundation of Virginia, qui a diffusé une affiche de personnes disparues pour qu'on la reconnaisse. Suite à l'appel à l'aide sur TikTok, quelqu'un aurait signalé avoir vu Savannah. L'appelant a affirmé avoir vu la femme disparue conduire son Impala dans le Nouveau-Mexique le 4 juin. Un autre témoignage suggérait qu'elle se trouvait en Arkansas le 5 juin, plusieurs jours après avoir perdu le contact avec ses proches. Mais ces témoignages ont servi d'étincelle d'espoir et allaient finalement jouer un rôle clé dans la résolution du mystère. 6 jours après ce dernier témoignage, une révélation inattendue allait être faite. Savannah Jane Speaker avait été retrouvée saine et sauve. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée après la découverte du 11 juin. La famille, ravie du retour sain et sauf de leurs proches bien-aimés, a demandé le respect de leur vie privée alors qu'ils prennent les prochaines mesures après cette disparition inquiétante. Certains des objets les plus mystérieux de l'univers sont ceux qui se trouvent à la frontière entre une classification et une autre. La découverte de ces objets pourrait transformer notre compréhension des corps célestes et du fonctionnement des éléments de l'univers. En 2006, des scientifiques de l'Université de Montréal ont détecté un tel objet. Ce n'est qu'une décennie plus tard que quelqu'un s'est rendu compte à quel point l'objet qu'ils avaient trouvé était réellement étrange. Au début, les scientifiques pensaient que ce qu'ils appelaient SIMP J01365.6.5 plus 093347 était une naine brune. Les naines brunes sont des objets plus grands que les planètes, mais pas tout à fait assez grands pour devenir des étoiles. On les a aussi appelées étoiles ratées. Certaines naines brunes ont des planètes en orbite, mais elles n'ont pas assez de matière pour maintenir la fusion nucléaire qui fait briller les étoiles. Elles sont généralement entre 13 et 18 fois plus massives que Jupiter et peuvent émettre de la lumière ou de la chaleur, ce qui les fait apparaître magenta aux observateurs sur Terre. Jusqu'à présent, plus de 3000 naines brunes ont été détectées rien que dans la Voie lactée. Donc il n'y avait rien concernant ce nouvel objet qui le rendait particulièrement inhabituel.
En l'observant de près, les scientifiques ont vu que ce n'était pas une naine brune typique. L'objet a seulement 12,7 masses de Jupiter, juste en dessous de ce que les scientifiques considèrent comme la limite pour les naines brunes. Cela en ferait une planète extrêmement grande et qui n'orbite autour d'aucune étoile. SIMP 0136 est une planète vagabonde, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'étoile haute. À la place, elle orbite autour du centre de la galaxie de la Voie des Lactée. Elle se trouve relativement près de la Terre, à seulement 19,9 années-lumière, ce qui la rend plus facile à étudier. À ce jour, les scientifiques ont découvert des aspects fascinants sur cet objet. Lors d'observations sur de longues périodes, les astronomes ont détecté des variations de luminosité. Au début, ils pensaient qu'il ne s'agissait que de nuages, mais une analyse plus approfondie a prouvé qu'il devait s'agir de quelque chose de plus que cela. Les scientifiques pensent maintenant qu'ils observent deux couches de ces nuages, dont une couche irrégulière plus proche de la surface de la Terre, et une autre beaucoup plus haute, composée de matériaux silicatés. Il y a également des points chauds qui se trouvent au-dessus des nuages eux-mêmes. L'objet semble posséder un système carboné, mais l'un des éléments les plus fascinants est l'aurore de cet objet. Les scientifiques ont mesuré pour la première fois le champ magnétique d'un objet de masse planétaire hors de notre système solaire. Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'objet possédait un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui généré par Jupiter. La façon dont il parvient à générer un champ magnétique aussi puissant n'est qu'un des mystères entourant cet objet. Des aurores ont aussi été détectées dans l'atmosphère de la planète. Sur Terre et sur d'autres planètes de notre système solaire, les aurores sont causées par l'interaction des vents solaires et du champ magnétique de la planète. Étant donné le champ magnétique puissant de SIMP 0136, il n'est peut-être pas surprenant qu'il possède de brillantes aurores. La question est de savoir ce qui interagit avec ce champ. Il n'a pas d'étoile parente, donc aucun vent solaire ne pourrait en être la cause. Selon une théorie, une planète ou une lune en orbite provoquerait cette perturbation. Nous l'observons dans notre système solaire avec Jupiter, mais c'est le premier objet découvert à la frontière entre étoiles ratées et planètes géantes. Mieux comprendre comment fonctionne SIMP 0136 pourrait nous donner de nouvelles perspectives sur la différence réelle entre ces deux classifications. Les astronomes espèrent également qu'une meilleure compréhension du champ magnétique de cet objet pourra nous aider à détecter d'autres objets lointains qui génèrent un tel champ. Résidente de Brooklyn Park, Minnesota, Jean-Marie Bénat avait 65 ans en 2025. On ignore presque tout de sa vie privée, hormis un fait ayant rendu son cas plus urgent. Jean souffre de troubles mentaux non spécifiés pour lesquels elle a besoin de médicaments. Sans eux, elle risquerait d'être en danger et l'absence de médicaments pourrait nuire à sa capacité à prendre des décisions. La famille de Jeanne n'avait pas eu de contact avec elle pendant une longue période. Le dernier contact remontant au 23 décembre 2024. Lorsque les membres de la famille ont appris qu'on ne l'avait pas vue depuis plusieurs jours, au début de 2025, ils se sont immédiatement inquiétés. Connaissant son état, ils craignaient qu'elle soit sans les soins médicaux nécessaires. Ses proches ont vite signalé son absence, la décrivant comme vulnérable et affirmant qu'il fallait absolument la retrouver. Il a vite été établi que Jeanne avait été vue pour la dernière fois à un arrêt de bus près de l'avenue Zane Nord et de la promenade Oak Grove le 15 janvier 2025. Elle semblait attendre pour monter dans un véhicule de transport en commun et on l'a vue porter 2 grands sacs fourre-tout. Selon un témoin, l'un des sacs avait une doublure rouge. À 16h30 ce jour-là, on l'a vue monter dans le bus portant un long manteau gris, une écharpe grise, un chapeau et des bottes. Il a été déterminé que Jeanne, en fait, n'avait pas ses médicaments avec elle lorsqu'elle a disparu, ce qui a obligé à traiter son cas avec la plus grande urgence. Pendant l'enquête sur sa disparition, la famille a contacté d'autres ressources et relayé l'affaire sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le plus grand nombre et de faire circuler la photo de Jeanne. Le Jacob Wetterling Resource Center a publié sur Facebook un avis de recherche pour personnes disparues pour Jeanne, avec une description de la femme. La publication a permis d'obtenir plus de signalements concernant Jeanne, dont l'un provenait d'une vidéo filmée par une caméra de sonnette, Ring. D'autres rapports indiquaient que Jeanne se trouvait à Rochester à un moment donné en février, et qu'elle essayait prétendument de se rendre en Iowa. En juillet, il a été confirmé que Jeanne avait été aperçue dans un refuge non spécifié à Queens, New York. Le Bureau des enquêtes criminelles du Minnesota a émis une alerte par souci pour le bien-être de Jeanne. Les inquiétudes ont continué de croître durant les mois suivants, sans nouveaux signalements ni indices permettant de localiser la disparue.
Vu le manque d'informations, il fut surprenant que le BCA retire l'alerte et confirme que Jeanne n'était plus considérée comme disparue. Le 19 septembre 2025, on a appris qu'elle avait été retrouvée saine et sauve et était en contact avec la police. Ce jour-là, elle avait été retrouvée au poste frontalier de Champlain, New York. Jeanne n'a toujours pas repris contact avec sa famille, ce qui n'est pas surprenant puisqu'elle ne leur parlait plus depuis un moment avant sa disparition. Ils n'ont pas eu de nouvelles de Jeanne, mais le système indique qu'elle est en sécurité. Les alertes ont été levées et elle a été retirée de la liste des personnes disparues en danger. Entre 1949 et 1958, le Palomar Observatory Sky Survey a réalisé près de 2000 plaques photographiques du ciel nocturne. C'était le premier grand relevé astronomique de ce genre, et il offre un aperçu unique de l'apparence du ciel à la veille de l'ère spatiale. Près de 60 ans plus tard, des scientifiques cherchant des anomalies dans les données ont remarqué quelque chose d'inhabituel qui reste encore inexpliqué. Le projet scientifique international sur les sources qui disparaissent et réapparaissent en un siècle est un effort collectif mondial. Le projet compare les données historiques aux photos modernes du ciel, à la recherche d'exemples d'objets qui semblent disparaître ou apparaître sans aucun avertissement. Ces objets pourraient être des signes de phénomènes astronomiques, comme des étoiles géantes s'effondrant en trous noirs, ou des objets plus banals comme des comètes. Vasco a analysé des données provenant de nombreuses études du ciel, y compris la mission Palomar. Les données de Palomar sont fascinantes car elles datent d'avant que les humains n'y envoient quoi que ce soit. De nombreux objets transitoires vus sur des photos récentes pourraient être des satellites ou des débris spatiaux mis en orbite par l'homme. Mais la plupart des plaques photographiques de Palomar ont été prises avant octobre 1957 et le lancement du Spoutnik. Ces objets transitoires sur les photos sont fascinants car ils ne sont clairement pas d'origine terrestre. Vasco a trouvé des centaines d'objets transitoires sur des plaques photographiques couvrant un peu plus de 2000 jours. Les objets transitoires ressemblent à des étoiles, brillants et nets, sans flou. Ils apparaissent sur une photo, mais pas sur les clichés pris juste avant ou après. Les étoiles mystérieuses sont aussi absentes aujourd'hui. Les scientifiques analysant les données étaient perplexes sur la nature de ces objets mystérieux. Le relevé de Palomar a pris des photos avec un temps de pause d'environ 50 minutes. Les objets auraient dû rester immobiles dans le ciel pour paraître aussi nets sur les images. Cela excluait des objets comme les comètes, les sursauts gamma ou les fragments d'astéroïdes. Les scientifiques ont aussi écarté la lentille gravitationnelle. En 2025, un article a été publié qui a mis en évidence une étrange corrélation. Les phénomènes transitoires mystérieux avaient environ 45% plus de chances d'être observés dans les 24 heures précédant ou suivant un essai d'armes nucléaires. Les auteurs ont étudié les essais nucléaires des États-Unis, de l'Union soviétique et de la Grande-Bretagne, puis comparé les phénomènes transitoires enregistrés lors de ces dates à d'autres phénomènes similaires. Non seulement il y avait beaucoup plus de phénomènes transitoires autour de la période des essais, mais la plupart ont été observés dans les 24 heures suivant l'essai. Cela semblait suggérer une de deux choses. La première était qu'il y avait quelque chose d'intrinsèque aux essais qui avait provoqué ces mystérieux points lumineux. Le rayonnement était peu susceptible de provoquer les phénomènes transitoires. Le rayonnement entraînait généralement une anomalie plus diffuse. Les auteurs de l'étude ont aussi exclu que ce soit des fragments d'enveloppes d'armes. Ils devraient être en orbite très élevée pour paraître stationnaires sur les photos et devraient durer presque 24 heures pour apparaître sur certaines images. Une autre possibilité, c'est que les essais nucléaires semblaient attirer quelque chose. Les auteurs supposent que les phénomènes transitoires seraient liés aux ovnis observés près des sites d'essais nucléaires. L'étude a aussi montré qu'une hausse des phénomènes transitoires coïncidait avec plus d'observations d'ovnis. Malheureusement, ces données ne sont peut-être pas les plus fiables, et elles ne prenaient pas en compte les ovnis observés les jours sans phénomènes transitoires. De nombreux scientifiques sont sceptiques quant à ces conclusions. Une possibilité plus terre-à-terre est que ces phénomènes transitoires soient en fait des défauts sur les plaques photographiques. Sans étudier les plaques physiques elles-mêmes, c'est une possibilité qui ne peut pas être écartée. András Toma est né en décembre 1925 dans l'est de la Hongrie et a ensuite travaillé comme apprenti forgeron. En octobre 1944, sous la menace grandissante de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Thomas, alors âgé de 19 ans, a été enrôlé dans l'armée royale hongroise, servant dans un régiment d'artillerie.
Cette année-là, sa vie prit un tournant dramatique, laissant sa famille s'interroger sur ce qui lui était arrivé. L'armée soviétique allait capturer le jeune soldat et l'emmener aussitôt dans un camp de prisonniers de guerre avec des centaines d'autres. Le camp se trouvait près de Saint-Pétersbourg, alors appelé Leningrad. 2 ans après la guerre, le camp a fermé et les prisonniers ont été dispersés dans le pays, tandis que quelques-uns ont pu rentrer chez eux. Malheureusement, ce ne serait pas le cas pour Thomas. En raison du stress qu'il a enduré dans le camp, il a été transféré dans un établissement psychiatrique situé à Kotelnitch, en Russie. Là-bas, on lui a diagnostiqué une psychonévrose, un terme aujourd'hui dépassé, qui n'est aujourd'hui utilisé que par les psychanalystes freudiens. À l'époque, ce terme désignait les troubles anxieux, surtout ceux liés à la répression des symptômes. Les symptômes comprenaient des réflexes rotuliens exagérés et la dermatographie. Ayant reçu ce diagnostic et ne parlant pas russe, Thomas a dû rester dans l'établissement, faute de quoi il aurait été perdu pour les autorités hongroises cherchant les victimes de guerre disparues. L'hôpital n'a également pas tenu de dossier approprié sur ses patients, comme Thomas, inscrit sous le nom d'Andras Thomas. Pendant plus d'un demi-siècle, le soldat disparu serait oublié à l'hôpital, et lorsqu'il fut retrouvé, il était âgé et n'avait que de vagues souvenirs de sa vie d'avant. En 1997, un médecin slovaque a visité l'établissement et a découvert que parmi tous les patients russophones, un seul parlait une langue différente. Il a identifié la langue de Tamas comme étant le hongrois et a prévu de le faire rapatrier dans son pays. Le 11 août 2000, les autorités hongroises ont transporté l'homme dans le pays et ont entamé le long processus d'identification. Plus de 80 familles ont affirmé que Tamas était leur parent disparu, mais aucun dossier ne pouvait le confirmer. Les autorités se sont seulement basées sur les derniers souvenirs de Tamas, suffisants pour les orienter. Dans un moment émouvant, le prisonnier de guerre, qui avait disparu depuis 5 décennies, a été immédiatement reconnu par sa famille. Après tout ce temps, il est enfin rentré chez lui et détient le titre du prisonnier de guerre resté captif le plus longtemps de l'histoire. Au cours des dernières décennies, la solde que Thomas n'avait pas perçue pendant son service militaire s'était accumulée, ce qui a donné lieu à une somme considérable à son retour. Entre 2016 et 2018, des scientifiques ont détecté des signaux radio inhabituels provenant de la glace en Antarctique. Près de 10 ans plus tard, ils ne peuvent toujours pas dire exactement ce qu'ils ont détecté. Les expériences en ballon Anita visaient à détecter les signaux radio de neutrinos interagissant avec la glace. Les neutrinos sont des particules incroyablement petites, les plus petites particules connues ayant une masse. Ils sont aussi magnétiquement neutres et interagissent très peu en traversant l'espace. Selon les scientifiques, des milliards de neutrinos nous traversent à chaque instant, mais comme ils sont tellement neutres, nous ne remarquons rien. Mais il existe des neutrinos spéciaux qui interagissent avec la glace. Ces neutrinos tau émettent des signaux radio à haute énergie que les scientifiques peuvent alors détecter. Entre 2016 et 2018, les scientifiques ont utilisé des ballons positionnés au-dessus de l'Antarctique pour détecter ces signaux radio. Ils ont pu déterminer la direction de ces signaux, indiquant ainsi d'où venait le neutrino tau. Les scientifiques retraçaient le neutrino jusqu'à sa source, qui pouvait se trouver jusqu'aux confins de l'univers visible. Mais les scientifiques ont trouvé quelque chose d'étrange. Les signaux semblaient indiquer que les neutrinos tau traversèrent la Terre elle-même. La particule semblait venir d'au-delà de l'horizon et frapper la glace à un angle prononcé. Cela n'aurait pas dû être possible. Ces neutrinos auraient dû perdre de l'énergie en traversant les kilomètres de roches qu'ils devaient franchir, les rendant impossibles à détecter pour Anita. Mais cela ne semblait pas s'être produit. Au début, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un nouveau type de neutrino ou d'un neutrino présentant un comportement qu'ils n'avaient jamais observé auparavant. Notre compréhension de la physique à l'échelle la plus petite évolue et change constamment, et cela aurait pu être une nouvelle découverte qui ouvrirait un nouveau monde à explorer. Aujourd'hui, les experts pensent que ce n'est plus le cas. Des scientifiques ont lancé de nouvelles expériences pour détecter le même type de particules que celles du projet Anita. Ils ont aussi croisé les données d'autres expériences pour trouver des preuves de la particule ascendante. Mais il n'y avait rien de similaire à ce qui a été découvert en Antarctique. Cela semblait exclure les neutrinos comme source des signaux radio détectés par les expériences en ballon du projet Anita. Cela n'a cependant pas permis aux scientifiques de déterminer précisément ce qui avait été détecté. Lorsque le projet Anita a été lancé, la théorie était que son emplacement,
étant la région la plus isolée du monde, aiderait à éliminer toute interférence provenant d'autres signaux. Mais cela a peut-être joué un rôle clé dans la détection de l'anomalie. Une théorie concernant les mystérieux signaux radio est qu'ils auraient été causés par un effet de propagation radio qui se produit près de la glace et près de l'horizon de l'Antarctique. Selon les scientifiques qui tentent de percer ce mystère, ils ont analysé différents effets de propagation radio et n'en ont trouvé aucun qui corresponde à ce qui a été observé en Antarctique. Il est possible que ce soit un effet jamais observé auparavant. Une autre théorie suggérait que cela avait quelque chose à voir avec la matière noire. Selon nos modèles actuels de l'univers, la matière noire constitue la majorité de la matière dans le monde. Elle n'émet ni n'interagit avec aucune lumière de quelque manière que ce soit, mais elle est détectable en observant les effets gravitationnels qu'elle exerce sur les autres matières. La matière noire reste mal comprise par les scientifiques, mais pourrait avoir une influence sur les neutrinos ou un lien avec eux qui reste à détecter. Il pourrait aussi s'agir d'une autre particule subatomique jamais détectée jusque-là. Seules de nouvelles recherches permettront d'affiner les pistes de solution à ce mystère cosmologique. Sydney Marquez, une résidente d'El Paso, attachait une grande importance à son diplôme. Elle a consacré beaucoup de temps à obtenir son diplôme en neurosciences à Texas A&M, un exploit incroyable à seulement 24 ans. En 2024, Sydney a reçu un diagnostic inattendu. On lui a dit qu'elle souffrait de schizophrénie nécessitant un traitement continu. La jeune femme a surmonté l'obstacle qui s'est dressé devant elle et a continué à vivre pleinement sa vie. Le 11 décembre 2025, la douce âme hispanique aux cheveux roux monta dans sa voiture et commença le trajet d'El Paso à Houston, au Texas, où elle rendrait visite à des amis. Elle serait vue pour la dernière fois ce soir-là dans le secteur du 9000 Cent de Bel Air Boulevard à Houston. Des caméras de surveillance l'ont filmée près de l'hôtel où elle séjournait alors qu'elle rendait visite à des amis dans le secteur. La vidéo semble montrer la femme disparue traversant le parking devant le bâtiment. Ensuite, aucun autre signalement de sa présence n'a été fait. Certains aspects étranges de cette affaire ont inquiété ses proches. Sydney avait laissé sa voiture en marche dans le secteur du 9100 de Bel Air, son téléphone à l'intérieur en partant. Autant que les enquêteurs pouvaient en juger, il semblait qu'elle avait bien l'intention de retourner à son hôtel, et d'après les images, elle était à quelques minutes d'y arriver avant de disparaître mystérieusement. Pour renforcer l'étrangeté de l'affaire, plusieurs objets de Sydney avaient aussi été laissés sur place. Son iPad, sa bague de promotion et ses vêtements étaient toujours dans la voiture. Les forces de l'ordre n'ont trouvé aucune explication quant à la raison pour laquelle elle n'est jamais arrivée à l'hôtel, qui se trouvait à seulement 150 yards. D'autres images que les enquêteurs ont pu retrouver semblaient montrer que Sydney continuait vers l'ouest sur Arwin Drive. Des affiches de personnes disparues ont été placardées dans le secteur et des tracts distribués à El Paso alors que l'enquête s'intensifiait. En cherchant une autre vidéo filmée à l'arrêt de bus sur South Gesner Road, on verrait la femme disparue. 5 jours après sa dernière apparition, Sydney apparaissait sur les images en sweat à capuche gris, pantalon gris et basket. Pensant qu'elle aurait pu monter dans le bus du métro, les agents ont tenté de trouver d'autres images de caméra, mais le manque d'installation fonctionnelle a rendu cette tâche bien plus difficile que prévu. Les forces de l'ordre et la famille ont donc dû se fier aux informations publiques et aux signalements confirmés. Plusieurs entités impliquées dans l'enquête ont sensibilisé le public à l'affaire par le biais des médias, attirant autant d'attention que possible sur l'affaire et en assurant une couverture médiatique continue. La famille a aussi demandé compassion et discrétion en cette période difficile. Pendant plusieurs semaines, la disparition est restée sans indice ni preuve permettant de faire avancer l'enquête. Le 2 janvier 2026, cependant, une avancée a été annoncée. La découverte finalement de Sydney Marquez. La jeune femme était saine et sauve à Houston. À 12h58 ce matin-là, des agents ont répondu à un signalement de disparition. Cela s'est produit après que l'appelant a vu une femme marcher le long de la chaussée et correspondant à la description de Sydney. Retrouvée dans le secteur du 16 000 de Seattle Street, elle a été identifiée grâce à un avis de recherche. La jeune femme a été examinée médicalement et il a été constaté qu'elle n'était pas blessée et n'avait pas besoin de soins médicaux. À sa propre demande, Sydney a été libérée, confirmant qu'elle n'avait pas besoin de soins médicaux ni d'aide supplémentaire. Sa sœur bien-aimée a partagé la nouvelle, mettant à jour plusieurs publications sur les réseaux sociaux. La famille et la police ont confirmé la révélation. Aucun autre détail concernant la découverte de Sydney n'a été rendu public, ce qui renforce le besoin de discrétion de la famille.
La communauté est surtout soulagée qu'elle ait été retrouvée saine et sauve. Dans les années 1960, la photographie aérienne a révélé les contours d'un fort de hauteur perdu depuis longtemps dans le Perthshire en Écosse. Ce n'est que récemment que des travaux archéologiques ont commencé sur le site. Les archéologues ont non seulement découvert les vestiges d'un village fortifié, mais aussi un tunnel mystérieux qui reste encore inexpliqué. Les travaux de fouilles au fort de Broxy Kennels ont commencé en 2022. En surface, la plupart des traces d'anciens bâtiments ici avaient été détruites par des labours récents. Sous la surface, les archéologues ont trouvé des indices les ramenant dans le passé. Des traces de remparts, maisons rondes et métallurgie étaient présentes. Des soufflets et des déchets du travail du métal ont été découverts. C'était une communauté prospère de l'âge du fer, et la région était habitée entre 500 avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. La construction du fort a commencé vers 550 avant Jésus-Christ, avec l'édification de remparts et de fossés. Environ 150 ans plus tard, une seconde phase de construction a eu lieu. C'est alors que la mystérieuse construction souterraine a été réalisée. La chambre a été décrite comme un tunnel par les médias populaires, mais il serait plus exact de la qualifier de soterra. Il s'agit d'une chambre semi-souterraine faite de pierre. On en trouve partout en Écosse et elle date des derniers siècles avant JC jusqu'aux 2 premiers siècles après JC. Les chambres avaient diverses utilisations, allant du stockage de nourriture au fait de cacher des personnes. La fonction des soterras et du chenil broxé reste actuellement un mystère. La chambre du fort mesurait 9 mètres sur 4 et plus d'1 mètre de profondeur. Elle était située vers le centre du fort, ce qui indique qu'elle avait une certaine importance. Il est toutefois peu probable qu'elle ait été intensivement utilisée au quotidien. L'accès et la disposition de la pièce étaient peu pratiques pour un usage régulier. Les archéologues ont examiné la chambre et trouvé des grains de céréales, mais pas assez pour prouver que c'était la fonction principale de cet espace. D'autres théories suggéraient la possibilité que la pièce ait été utilisée pour des cérémonies religieuses ou spirituelles, mais aucun artefact religieux n'a été trouvé sur place, et il ne semblait pas y avoir d'autres preuves pour étayer cette hypothèse. Cette pièce pouvait servir à cacher des personnes. L'établissement sur la colline a été construit avec des fortifications, probablement pour protéger les habitants des étrangers. Mais rien dans la chambre elle-même n'indiquait qu'elle possédait des caractéristiques défensives. Celles-ci ont peut-être simplement été perdues avec le temps, mais ce serait le cas pour les preuves de n'importe quelle théorie. Selon les archéologues, les soterrae n'ont été utilisés qu'environ 100 ans. La datation au carbone des débris dans la chambre et les fossés révèle qu'ils se sont comblés de terre, des remparts en décomposition vers 300 avant Jésus-Christ. Quelle que soit la fonction de cette petite pièce mystérieuse, elle n'a pas servi longtemps. Même sans les remparts, les fossés et les soterrae, le fort de Broxy Kennel est resté occupé pendant de nombreux siècles supplémentaires. La zone n'était plus fortifiée, mais les archéologues ont trouvé des preuves d'une occupation continue qui s'est arrêtée au 1er siècle. Mais pourquoi ? C'est un autre mystère. C'était juste avant l'arrivée des Romains. Les habitants ont peut-être déménagé vers un lieu plus sûr ou hors du chemin des envahisseurs. Des changements culturels ont aussi pu rendre la vie dans ces villages perchés moins attrayante. Seules des recherches archéologiques supplémentaires pourront résoudre ce mystère et révéler davantage de détails sur ce pan perdu de l'histoire. On connaît peu de choses sur les origines de Linda Ward, une femme du Michigan ayant travaillé chez Hartvan. Linda avait 44 ans en 2025, elle possède 2 chiens husky, Benji et Coco. Elle était également connue pour conduire une Ford Escape argentée de 2019 avec la plaque d'immatriculation du Michigan EQG 0213. Les 2 dernières caractéristiques de sa brève description seraient présentes lors de sa disparition le 11 décembre 2025. Il était environ 20h50 ce soir-là, lorsque Linda a été vue pour la dernière fois quittant un établissement appelé le bar Whiskey in the Jar, portant un manteau en tricot couleur crème et une écharpe multicolore, un détail distinctif. Elle était en compagnie de Benji et Coco et aurait été vue en train de monter dans sa Ford Escape argentée avec eux avant de partir vers une destination inconnue. 3 jours passèrent et la famille commençait à s'inquiéter. Ils n'avaient pas eu de nouvelles de Linda depuis plusieurs jours. Le 14 décembre, ils signalèrent sa disparition au service de police de Hamtramck qui diffusa l'information. Il a été suggéré qu'au moment de sa disparition, elle vivait dans son véhicule. Quand les descriptions ont envahi les fils d'actualité et sont devenus publics, les signalements ont afflué.
Le frère de Linda a déclaré à Fox 2 News que le chien de sa sœur disparue avait été aperçu, apparemment dans les quartiers de East Grand Boulevard et Charlevoix à Détroit. Cette information avait été transmise à la famille le 4 jours après la dernière apparition de la femme. Benji et Coco ont ensuite été retrouvés sains et saufs. L'enquête s'est poursuivie, mais la police n'a trouvé aucun élément ni aucun mobile criminel. La famille de Linda a partagé son histoire sur plusieurs forums, dont Facebook et Instagram, avec photos, descriptions, contacts pour témoignages et toutes les mises à jour. Le dossier de la femme disparue serait mis à jour en tant que personne en danger, sans aucun indice permettant de suggérer où elle se trouvait, bien qu'il n'ait toujours aucune raison de soupçonner quoi que ce soit de suspect. Puis apparemment sans prévenir, le service de police de M-Trent a publié une mise à jour. Linda Ward avait été retrouvée et a été localisée le 18 décembre à 20h30. La famille a été informée et il a été annoncé que la femme et ses 2 huskies étaient en sécurité. Des remerciements ont été adressés à la communauté pour son aide précieuse durant les recherches. Aucun autre détail n'a été communiqué dans cette affaire et la famille a demandé le respect de sa vie privée pour la suite. Les myxomycètes sont un étrange groupe d'organismes présents dans les forêts du monde entier. Cet organisme n'appartient à aucun règne traditionnel du vivant et semble remettre en question notre compréhension du fonctionnement de la pensée cognitive. Malgré leur nom et l'aspect de certaines formes de myxomycètes, il ne s'agit pas en réalité d'un type de champignon. Ce sont des unicellulaires plus proches d'une amibe que des champignons. Mais il est aussi difficile de les situer sur l'arbre de la vie. Divers types de myxomycètes appartiennent à 2 grands supergroupes. Certaines sont plus proches des plantes sur l'arbre de la vie que d'autres formes de myxomycètes. Les classifications ont beaucoup évolué au fil des siècles et il est possible que leur position change encore à mesure que les scientifiques découvriront ces organismes. La plupart des gens imaginent des organismes unicellulaires comme de minuscules créatures visibles seulement au microscope. Mais la cellule unique d'un myxomycète peut être très grande. 2 individus distincts d'une même espèce peuvent se combiner pour former une seule cellule plus grande avec plusieurs noyaux. Il est également possible de séparer ensuite la cellule en 2 organismes distincts. Le myxomycète peut remettre en question l'idée que le grand public se fait de la vie. Elle ressemble davantage à quelque chose sorti d'un roman de science-fiction. Le myxomycète ressemble aussi aux formes de vie classiques à bien des égards. Elles consomment de la nourriture pour l'énergie, comme les plantes ou animaux, et peuvent aussi se déplacer. Le mouvement est lent, mais certaines espèces montrent un changement en 1 heure. Ce mouvement est délibéré, car le myxomycète part à la recherche de nourriture ou de meilleures conditions pour sa survie. C'est là que les scientifiques ont découvert des propriétés intrigantes chez ces organismes. Le myxomycète navigue dans des labyrinthes et trouve souvent les chemins les plus rapides vers la nourriture. Les scientifiques ont compris les mécanismes physiques. Le myxomycète explore l'environnement avec des tubes ramifiés. Quand un organisme trouve de la nourriture, le diamètre des tubes proches augmente, tandis que les filaments éloignés rétrécissent ou disparaissent. Cela stocke d'une certaine manière des informations sur l'environnement, qui persistent même après la disparition de la nourriture. Lorsque de nouvelles informations doivent être stockées, elles se superposent aux anciennes, formant ainsi une sorte de souvenir. Les moisissures visqueuses ont une mémoire et les scientifiques estiment qu'on peut leur enseigner des choses. Dans une expérience, l'organisme a été placé à une extrémité d'un pont qui était recouvert de café. La moisissure visqueuse était rebutée par le goût amer du café, mais le café ne nuisait pas réellement à l'organisme. À l'autre bout du pont, il y avait du gruau, la nourriture préférée de la moisissure visqueuse. Au début, elle ne voulait pas traverser le pont et essayait de le faire tout en évitant le café. Avec le temps, elle a compris que le café ne lui faisait pas de mal et a traversé le pont sans problème. Mais face à un nouveau stimulus qu'elle n'aimait pas, la moisissure visqueuse évitait le pont. Elle avait accepté le café, mais pas cette nouvelle substance. Les moisissures gluantes habituées au café ont ensuite été mélangées à des moisissures non entraînées. Elle a réussi à transmettre cet apprentissage. Et même après leur séparation, le comportement acquis est resté. Cela pourrait suggérer qu'il est possible d'apprendre de nouvelles choses à un organisme sans cerveau. Comment cela se produit exactement au niveau moléculaire reste un mystère. Les scientifiques ignorent aussi comment le transfert du comportement appris a eu lieu. Les recherches sur la moisissure visqueuse continuent, mais cela reste pour l'instant un sujet fascinant.
La manière dont les différentes moisissures de visqueuses se distinguent les unes des autres, évoluent et fonctionnent, reste une question sans réponse. L'histoire de Lee Sun-sang n'est pas une affaire de disparition conventionnelle. Lee Sun-sang, après avoir été capturé puis relâché, pensait sa vie d'avant terminée et avait entamé une nouvelle existence. Tout a commencé en 1950 dans le cas de Lee Sun-sang, lorsque la guerre de Corée a éclaté entre la République populaire démocratique de Corée et la République de Corée. Le conflit a pris une dimension internationale en juin de cette année-là, après que la Corée du Nord, soutenue par l'Union soviétique, a envahi le Sud. Lee Sun-sang, un résident sud-coréen, faisait partie des milliers d'hommes jetés dans la bataille. Pendant les 3 années suivantes, la guerre a fait rage, de nombreux soldats des deux camps devenant prisonniers de leurs ennemis ou disparaissant d'autres manières. C'est en 1953, seulement 2 jours avant la signature de l'armistice, que Lee a été capturé par la Corée du Nord, devenant prisonnier de guerre, un destin qu'il aurait pu éviter en seulement 2 jours s'il ne l'avait pas capturé. Bien que la guerre soit terminée, beaucoup de ceux qui avaient été faits prisonniers par l'un ou l'autre camp allaient rester en détention. Parmi les prisonniers de guerre détenus par la Corée du Nord figurait Lee, contraint de travailler dans les rudes mines de charbon d'Aoji. Pendant les 3 années où il est resté captif, Lee a lentement commencé à perdre espoir de rentrer un jour chez lui et de retrouver sa femme. Il aurait même été amené à croire que sa femme bien-aimée n'était plus en vie. De son côté, Kim Yoon-hee croyait aussi que son mari avait connu une fin tragique, mais elle gardait l'espoir que son soldat, porté disparu au combat, reviendrait un jour. Pendant les 5 décennies suivantes, son partenaire bien-aimé est resté absent de la Corée du Sud. Pendant cette période, il y a eu des révélations concernant des soldats portés disparus qui rentraient chez eux et étaient identifiés par leurs proches et amis. L'espoir de Kim était ravivé par cela, croyant qu'un jour ce serait Lee. En 2004, cet espoir allait porter ses fruits. C'est cette année-là, en août, que Kim a décroché. L'appel venait de quelque part en Corée du Nord, et elle a tout de suite pensé que c'était peut-être quelqu'un qui essayait de l'arnaquer pour de l'argent. Elle recevait ce genre d'appel depuis plusieurs années à ce moment-là. Mais cette fois, c'était différent. Au bout du fil, une voix l'a profondément bouleversée. C'était la voix de son mari disparu depuis longtemps. Lee a expliqué qu'il était toujours en vie et pensait qu'elle était morte depuis longtemps. C'est cette même année qu'un intermédiaire, un passeur qui transporte des personnes vers et depuis la Corée du Nord, a contacté Lee et lui a dit que sa femme était en fait vivante et qu'il devrait la contacter pour des raisons financières. Lee, cependant, ne se souciait pas de l'argent. Il voulait retrouver son ancienne vie, alors il l'a appelé. Le couple séparé depuis longtemps a organisé une rencontre, et lorsqu'ils se sont retrouvés, aucun des deux ne s'est reconnu. Lee approchait des 80 ans, il était maigre et marchait en chancelant. Kim ne pouvait le reconnaître qu'à son nez et à sa voix. Lee a aussi été choqué de voir sa femme bien nourrie, alors qu'il croyait, à cause de la propagande, que les Sud-Coréens mouraient de faim et qu'elle était morte. Le couple s'est enlacé et a pleuré de joie. Pendant plusieurs années, le soldat avait disparu, mais il vivait en Corée du Nord, ayant été libéré, fondé une nouvelle famille et s'étant remarié. Le jour où il a découvert que sa première femme était toujours en vie, il a donné la fortune qu'il avait amassée en vendant des secrets à sa seconde épouse et il est parti pour renouer avec sa vie d'avant, avant de devenir prisonnier de guerre. L'argent qu'il a laissé suffisait pour acheter une petite maison. Lee n'a plus parlé de son passé après cela. « Je suis heureux maintenant. Tu es ma femme, a-t-il dit à Kim. » La migration des papillons monarques américains est l'une des plus grandes merveilles du monde naturel. Aucune autre sous-espèce de monarque ne fait un voyage aussi long. Les scientifiques essaient de comprendre comment le papillon effectue cette migration depuis des décennies, mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse et des secrets à découvrir. Tout au long de l'été, le papillon monarque, on le trouve dans le sud du Canada et le nord des États-Unis. C'est l'un des papillons les plus connus aux États-Unis. Leur motif orange et noir vif est aussitôt reconnaissable. Mais à partir de septembre et octobre, le papillon commence à disparaître de ses territoires du nord et entame son voyage vers le sud. Au cours des 2 à 3 mois suivants, les papillons convergent vers seulement quelques sites au Mexique et en Californie, où ils passent tout l'hiver avant d'entreprendre le voyage de retour vers le nord pour l'été. Il y a de nombreux aspects fascinants de cette migration que les scientifiques commencent tout juste à comprendre. Les papillons ont généralement un cycle de vie très court, ne vivant que quelques semaines.
La migration vers le nord, du Mexique et de la Californie jusqu'au Canada, peut prendre plusieurs générations. Les papillons monarques qui pollinisent les fleurs au Canada sont les arrière-petits-enfants de ceux qui étaient au Mexique. Encore quelques générations passent avant qu'il soit temps de repartir vers le sud, mais cette migration est différente. Lorsque les conditions sont réunies, une super génération naît. Cette génération peut vivre de 6 à 9 mois, parvenant à effectuer tout le voyage vers le sud et à commencer le retour vers le nord après l'hiver. Ce qui provoque exactement la naissance de cette super génération fait encore l'objet d'études par les scientifiques. On pense que c'est le résultat de facteurs environnementaux, comme la température ou la durée du jour, mais le mécanisme exact reste inconnu. Sur cette photo, voici Mara Mino, une femme de 29 ans originaire de Kalamazoo, dans le Michigan, qui est révérée et réputée excentrique et considérée comme une artiste et une militante locale. Mara, avec ses vêtements éclatants, perles et pierres précieuses dans les cheveux, est un personnage haut en couleur et reconnaissable entre mille, impossible à manquer. Ses talents artistiques lui ont offert un passe-temps et une activité professionnelle. Elle vendait ses créations en ville, souvent sous forme de bracelets et de colliers, similaires à ceux qu'on peut la voir porter sur cette photo. Mara avait décroché un master en administration des affaires à l'Université Western Michigan dont elle était très fière. Les détails restent inconnus, mais elle était toujours en contact avec son cercle d'amis proches. Alors, lorsqu'ils ont cessé d'avoir de ses nouvelles en novembre 2025, ils sont devenus, à juste titre, inquiets. Après plusieurs mois sans nouvelles de la femme, un signalement pour disparition a été déposé. Les membres de sa famille ont pris contact avec le service de police de Kalamazoo au début du mois de février de cette année. Selon les informations publiées, Mara a été vue pour la dernière fois sur Portage Street à Kalamazoo, sans que l'on sache pourquoi elle s'y trouvait. Cependant, cette observation datait de plusieurs mois, sans que l'on sache encore qu'il s'agissait d'une personne disparue. Et les observations suivantes ne seraient pas documentées. La femme disparaîtrait avec son véhicule distinctif, une Mercury Montego, beige, de 2005 portant la plaque d'immatriculation Maremble. On savait qu'elle parcourait le Michigan pour vendre ses œuvres d'art. La nouvelle s'est répandue en ligne, alertant la communauté de la disparition de cette habitante bien connue et incitant beaucoup de gens à rester attentifs pour la repérer. Une personne proche de Mara a déclaré l'avoir vue presque tous les soirs à l'aire de repos pour camions. On dit qu'à l'époque, elle vivait dans sa voiture et y vendait des bijoux. Cependant, les employés de l'aire de repos ne l'avaient pas vue depuis des mois. Bien que Mara n'ait eu aucun lien direct ni aucune raison d'être dans l'Idaho, les enquêteurs ont été conduits là-bas après avoir appris que les forces de l'ordre de l'Idaho avaient eu un contact avec Mara à la fin de 2025 prétendument, en lien avec une affaire liée à la circulation non précisée. À ce stade, la police ne soupçonnait pas de crime et poursuivait la recherche de l'artiste. Sa famille a veillé à la visibilité de ses affiches et partageait régulièrement des mises à jour sur les réseaux sociaux. Au moment où elle a été vue pour la dernière fois, Mara se concentrait, selon les dires, sur son activité visant à soutenir la communauté des sans-abri, ce qui a poussé les enquêteurs à vérifier divers campements, en fournissant une brève description de la femme qui mesurait 1,65 m, portait des couleurs vives et avait les cheveux jusqu'aux épaules. Plusieurs jours après avoir signalé sa disparition, une avancée décisive a enfin eu lieu, et c'était exactement ce que tout le monde espérait. Mara Mino a été retrouvée saine et sauve. Elle était en Colombie-Britannique, Canada, pour des raisons qui n'ont pas été confirmées. Aucun autre détail concernant sa découverte n'a été communiqué. La famille a exprimé sa gratitude envers la communauté, en insistant sur le fait que la femme disparue n'est pas en danger et n'a jamais été en danger depuis le début de l'affaire. En 2023, des archéologues qui fouillaient un palais royal perdu en Allemagne ont fait une étrange découverte qui ne pouvait pas être expliquée. 2 squelettes gisaient côte à côte. L'un était aussi intact qu'on pouvait l'espérer pour un squelette millénaire. L'autre était une femme à qui il manquait complètement les os du visage. La fouille a eu lieu juste à l'extérieur du village d'Iselben. À partir de 2021, les archéologues ont commencé à mettre au jour les vestiges de structures datant de la période médiévale. C'était Elfta, un lieu important pour les dynasties carolingiennes et ottoniennes qui ont régné entre 750 et 124. Les fouilles ont commencé par une grande cathédrale qui a été construite sur les ordres d'Otton le Grand. Otton a régné de 936 à 973 de notre ère et il est considéré comme le premier véritable empereur du Saint-Empire romain germanique. Pendant les 2 années suivantes, les archéologues ont découvert des habitations, des bâtiments commerciaux et un auditorium pour les événements publics.
L'une des découvertes les plus surprenantes fut un palais. Cette structure avait un chauffage à air chaud et une architecture bien plus monumentale que les autres bâtiments locaux. Il était aussi entouré de fortifications et d'une tour construite après l'édifice initial. Selon les experts, le palais hébergeait probablement la famille royale lors de ses séjours dans la région. C'est en fouillant la zone autour de ce château que les archéologues ont fait cette étrange découverte. 2 personnes avaient été enterrées dans des tombes côte à côte près du château. L'un des individus était manifestement un homme important. Le fait qu'il soit enterré près du château et à proximité d'un cimetière d'élite était un honneur, et les objets funéraires retrouvés avec lui n'ont fait que renforcer cette impression. Il avait été enterré avec une garniture de ceinture et un bâton de fonction, semblable à ceux des généraux pour symboliser leur rang. Les archéologues estiment que c'est la tombe d'un dignitaire, probablement un fonctionnaire ou gestionnaire du palais. En raison de leur proximité, les chercheurs pensaient que le squelette féminin à ses côtés était sa femme, mais elle n'avait aucun objet funéraire. Cela aurait été étrange, d'autant que rien n'indiquait que les tombes aient été dérangées, ce qui suggère que les objets n'avaient pas été volés après son enterrement. Certains pensaient que la femme avait peut-être choisi cela en raison de sa foi. Le christianisme avait déjà pris racine en Allemagne au IXe siècle, mais il y avait encore des personnes qui mêlaient des pratiques traditionnelles à d'autres plus modernes. Le mari poursuivait ses pratiques traditionnelles, tandis qu'elle avait choisi une tombe plus simple. Cependant, la foi ne pouvait expliquer l'absence d'os du visage. La tête de la femme semblait avoir été entièrement évidée. Les os de son visage et le haut de son crâne avaient disparu, laissant une image inquiétante. Comment cela s'est produit ou pourquoi reste un mystère? La tombe n'ayant pas été dérangée, il est peu probable que les os du visage de la femme aient été retirés après l'enterrement. Certains dégâts pourraient provenir du long séjour sous terre, mais aucun dommage similaire n'a été constaté chez son mari, probablement enterré à la même période. Une théorie avance qu'elle serait morte dans un accident, qui aurait aussi endommagé les os de cette zone. Mais il n'y a aucun moyen d'en être certain, car la fouille a déjà eu lieu. Les ossements ont été retirés pour des analyses complémentaires, tandis que les archéologues espéraient que cela leur donnerait une date plus précise du décès du couple, ainsi que de nouveaux secrets sur leur vie et leur mort. Mélanie Ballinger, âgée de 46 ans, est une habitante de Wiley, au Texas, qui réside dans le secteur des numéros 100 de Parkwood Drive. Elle est mariée à Daniel Ballinger et le couple a 2 jeunes filles ensemble. On disait que Mélanie avait une maladie cardiaque nécessitant un traitement permanent. Elle devait également subir une opération du cœur en novembre 2024, une intervention médicale nécessaire que sa disparition inattendue allait retarder. Des agents de la police de Wiley ont été appelés dans le secteur du numéro 100 de Parkwood Drive où Daniel, paniqué, les a accueillis. Il a expliqué que tard dans la soirée du 3 novembre, un dimanche, le couple s'était installé pour la soirée et était allé se coucher. Mélanie était allongée juste à côté de lui dans leur maison ce soir-là, mais lorsque Daniel s'est réveillé, il a constaté que sa femme n'était plus de son côté du lit. Son portefeuille, son téléphone et ses médicaments essentiels avaient été laissés sur la table de nuit. Vers 6h35 ce lundi-là, les agents ont recueilli la déposition de l'homme et un rapport de disparition a été établi. Les enquêteurs ont établi que Mélanie a été vue pour la dernière fois vers 22h lorsque le couple s'est couché. Toutes ses affaires, y compris son véhicule, sont restées sur place. Les forces de l'ordre ne pouvaient que supposer la suite, mais Mélanie avait disparu et il fallait absolument la retrouver. Au cours des premières heures de la recherche, des agents, des enquêteurs, des unités cynophiles et des hélicoptères du département de la sécurité publique du Texas ont ratissé la zone. Des recherches au sol et aériennes ont été menées, sans retrouver la mère disparue. Le 6 novembre, 3 jours après qu'elle a été vue pour la dernière fois, la police a publié une mise à jour indiquant que la recherche était toujours en cours et qu'il faisait désormais appel au public pour toute information. Mélanie était décrite comme une femme aux cheveux noirs et aux yeux bruns. À l'époque, elle mesurait 1,70 m et pesait environ 61 kg. On ignorait ce qu'elle portait en quittant la maison. Les agents ont indiqué qu'elle avait été vue pour la dernière fois chez elle et ont demandé aux voisins de vérifier leurs caméras dans l'espoir de la retrouver. Un jour plus tard, la situation est devenue encore plus grave lorsque le département de la sécurité publique du Texas a émis une alerte coordonnée des forces de l'ordre pour retrouver un adulte, également connu sous le nom d'alerte Clear. À ce moment, le périmètre de recherche s'était élargi à plusieurs zones, les autorités comptant sur les informations du public.
Les enquêteurs ont passé des heures à visionner les images des caméras Ring pour retracer les déplacements de Mélanie. Pour sensibiliser à l'affaire, une veillée a été organisée pour la femme disparue. La nouvelle s'est répandue dans la communauté et tout le monde était sur le qui-vive. Ce niveau de vigilance serait crucial pour retrouver Mélanie ou toute personne disparue. Le 9 novembre, près d'une semaine après sa disparition, la mère de 2 enfants a été retrouvée. Un habitant de Wiley était tombé sur une femme gravement déshydratée près d'Abbey Lane et Tyler Trail. L'habitant l'a immédiatement reconnue comme la femme disparue et a rapidement contacté le service de police de Wiley. Mélanie a été rapidement transportée à l'hôpital pour y être soignée et a retrouvé sa famille. Pour l'instant, aucun autre détail concernant sa disparition d'une semaine n'a été rendu public. La communauté était simplement heureuse qu'elle soit en sécurité. L'axe du mal est l'un des phénomènes les plus étranges en astrophysique. Non seulement cela nous pousse à remettre en question notre compréhension de la physique, mais cela peut aussi nous amener à remettre en question la réalité elle-même. Pendant des siècles, la science a renforcé un principe simple. Rien dans l'univers ne rend la Terre, ou même notre système solaire particulièrement spécial. Ni la Terre ni le Soleil ne sont au centre de l'univers, ni même de notre galaxie. Ceci est utile aux scientifiques. Si le Soleil ou le système solaire n'est pas spécial, il sert de modèle pour comprendre d'autres étoiles et systèmes. Observer des étoiles lointaines offre un aperçu du Soleil d'il y a des milliards d'années. Mais les scientifiques, observant l'univers à grande échelle, ont remarqué un fait suggérant que notre position est spéciale. Le rayonnement de fond cosmique est constitué d'ondes radio qui seraient des vestiges du Big Bang. Ces ondes radio existent depuis que l'univers aurait eu environ 300 000 ans, lorsque la lumière censée avoir été créée au commencement de tout s'était suffisamment refroidie. Depuis, elle s'est répandue dans tout l'univers. En observant le ciel, les astrophysiciens ont remarqué que le rayonnement cosmique de fond est quasiment identique partout. De légères fluctuations dues à de petites différences dans le jeune univers sont toutefois aléatoires. Cela ressemble un peu à la neige télévisuelle et une petite partie des parasites télévisés habituels est en fait causée par le rayonnement cosmique de fond. En observant de près, les scientifiques ont remarqué un motif. Le principe copernicien suggère qu'à une échelle suffisamment grande, l'univers devrait avoir la même apparence, peu importe où l'on regarde et quelle que soit l'orientation. Une partie du ciel nocturne ressemble à une autre. Cependant, les scientifiques ont constaté que le ciel paraît divisé en deux. Le rayonnement de fond cosmique est d'environ 2,726 Kelvin, peu importe où l'on regarde. Mais il existe de légères fluctuations dans cette température. Les scientifiques ont constaté que la température du rayonnement sous le plan de l'orbite terrestre est un peu plus froide qu'au-dessus. Le fait qu'une moitié de l'univers semble être légèrement plus froide que l'autre moitié constitue en soi une violation du principe copernicien. Mais les cadres du rayonnement de fond affichent une ligne courbe claire qui prouve que cette séparation existe. Mais le fait qu'elle semble s'aligner parfaitement avec le plan du système solaire est encore plus étrange. Cela ne dit pas seulement qu'il existe deux moitiés dans l'univers, ce qui serait intéressant et potentiellement révolutionnaire à lui seul, mais aussi que le Soleil, la Terre et les autres planètes sont précisément à l'endroit où cette séparation a lieu. Cela valorise notre système solaire, alors que les autres sciences indiquent qu'il ne devrait pas exister. Les scientifiques ont nommé cela l'axe du mal, remettant en question notre compréhension de l'univers. Le rayonnement cosmique de fond n'est pas la seule preuve de son existence. Les scientifiques ont trouvé d'autres motifs qui semblent s'aligner avec cet axe, comme la direction dans laquelle tournent les bras des galaxies spirales. À ce jour, aucune réponse satisfaisante n'a été donnée sur la raison d'existence de cet axe. Une théorie suggère qu'il y a un problème avec les données elles-mêmes, ou un défaut dans les expériences. Plusieurs séries de collectes de données ont été effectuées pour essayer d'éliminer l'axe du mal, mais il continue d'apparaître. Un défaut dans la collecte des données terrestres pourrait expliquer cela. Et si nous observions le rayonnement cosmique de fond d'une autre région de l'univers, l'axe n'existerait pas. Seules de futures expériences pourront déterminer cela. Il se peut que notre compréhension du rayonnement cosmique de fond soit erronée. Si le rayonnement cosmique de fond était davantage lié à notre propre système solaire qu'à un phénomène véritablement cosmique, cela expliquerait pourquoi il semble s'aligner avec ce plan. Le 12 février 1995, Alec Jaden Fishman était né dans une petite famille soudée.
Il a grandi à Henderson, Nevada, et était resté proche de sa famille, même à l'âge adulte. On ne sait pas grand-chose d'autre sur les origines d'Alec, la suite de son histoire reprenant à la fin de l'année 2023. À cette époque, sa famille aimante, en particulier sa mère, Tammy Haskett Anderson, allait devenir sa fervente défenseur lorsqu'il a mystérieusement disparu. Alec, 28 ans, a informé ses parents qu'il irait à Denver, Colorado, voir des amis, puis à San Francisco, Californie, pour retrouver une ancienne petite amie. Il allait lui rendre visite pendant environ 3 semaines. Le 27 septembre, il a pris un vol de Las Vegas, dans le Nevada, à destination de Denver, où il avait une escale de 10 heures. Enfin, il pourrait embarquer sur le vol suivant qui le conduirait à San Francisco. Cependant, le déroulement des événements et les plans allaient s'arrêter brusquement lorsqu'Alec aurait été prié de quitter l'avion juste avant son départ prévu. Selon la sécurité de la compagnie aérienne, il aurait mis un autre passager mal à l'aise. Au lieu de prendre un nouveau vol, il a quitté l'aéroport international de Denver en utilisant Lyft. Il a ensuite été localisé à l'hôtel Econo-Lodge, près de l'Interstate 70, à Aurora, dans le Colorado. Il s'est enregistré dans cet hôtel à 2h13 du matin, le 28. Un peu plus de 8 heures plus tard, à 10h49 du matin, il a quitté l'Econo-Lodge et a été vu sur les caméras de surveillance. La vidéosurveillance l'a capté quittant l'hôtel à pied, et à partir de là, sa trace disparaît, et aucun membre de la famille d'Alex n'a eu de ses nouvelles depuis. Après quelques jours sans nouvelles de son fils, l'inquiétude de Tammy grandit. Un signalement de disparition a été déposé auprès de la police de Las Vegas, déclenchant une enquête immédiate. Les enquêteurs ont établi que l'homme avait utilisé son téléphone pour la dernière fois le jour de son départ de l'hôtel Econo-Lodge, bien qu'il soit resté actif 2 jours de plus avant que la batterie ne soit supposée épuisée. La mère d'Alex a vu sur la vidéo un homme non identifié marcher derrière lui. La police croyait qu'il était juste un autre locataire de l'hôtel et ne soupçonnait pas son implication dans la disparition. Tammy et son mari Tim ont commencé à travailler avec une organisation à but non lucratif qui aidait des familles comme la leur à mener des recherches avec l'aide de chiens. Les chiens renifleurs ont été amenés à l'Econo-Lodge, l'un d'eux les menant vers un lac proche. Le chien s'est assis au bord du lac, signalant qu'il avait détecté une odeur. Par la suite, le service d'incendie de Denver a envoyé des plongeurs dans le lac, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'Alec ni de ses affaires dans l'eau. 2 autres chiens ont conduit les enquêteurs au même endroit, ce qui a entraîné une seconde fouille qui n'a également donné aucun résultat. L'équipe a ensuite conclu qu'Alec avait dû se rendre au lac à un moment donné pendant son séjour à l'hôtel. Pendant presque un mois, il n'y a eu aucune mise à jour dans l'affaire. Mais la famille d'Alec a continué à se mobiliser pour lui, diffusant son histoire autant que possible et lançant plusieurs appels pour toute information pouvant mener à sa localisation. Ils ont indiqué qu'il avait les cheveux bruns et les yeux marrons. Il mesurait 1,68 m et pesait environ 68 kg à l'époque. Il avait aussi une moustache et une barbe, peut-être un bouc lors de sa disparition. Alec avait également plusieurs signes distinctifs, dont de nombreux tatouages. Josué 19 était tatoué sur son avant-bras droit et un bateau, dans une bouteille, ornait sa cheville gauche. Il avait également des lettres hébraïques sur la poitrine et 2 poissons sur l'épaule gauche. Il portait une chemise noire, un sweat à capuche couleur rouille et des chaussures en toile grise à lacets verts lors de sa dernière apparition. Il portait également un sac à dos vert. Étrangement, le 23 octobre, la police a été mise sur la piste d'Oakland, en Californie, où le téléphone portable d'Alec a été retrouvé de façon inattendue. C'était à environ 1980 km de l'endroit où il aurait été vu pour la dernière fois. Grâce à cette piste, les enquêteurs ont trouvé quelque chose d'encore plus inquiétant. Il semblerait que quelqu'un à Oakland se faisait passer pour Alec et demandait de l'argent via plusieurs applications. L'enquête a été diffusée sur les réseaux sociaux, notamment sur des pages Facebook de personnes disparues pour obtenir des informations. L'affaire est restée en suspens pendant les 4 mois suivants jusqu'à ce qu'une révélation inattendue soit annoncée sur la page Facebook de Tammy le 26 février 2024. Alec avait été retrouvé et il était sain et sauf. La famille n'a donné aucun détail sur l'endroit où l'homme avait été ces 4 derniers mois. Ce qui a été partagé, cependant, c'est une photo touchante des membres de la famille et d'Alec Jaden Fishman, auparavant porté disparu. Les proches ont remercié la communauté pour avoir sensibilisé le public, ce qui a permis de le retrouver. Sans votre aide, nous n'aurions peut-être pas été réunis. La sensibilisation est d'une importance capitale lorsque vous avez un proche disparu, ont-ils déclaré.
L'oxygène noir est le nom donné à l'oxygène qui semble être généré au fond de la mer. Il est créé dans un endroit où la lumière du soleil ne peut pas pénétrer, ce qui signifie que la méthode de génération doit être quelque chose que les scientifiques n'ont jamais observé dans la nature auparavant. Mais ce fonctionnement pourrait modifier notre compréhension de la vie dans ces lieux sombres, voire sur d'autres mondes. La majeure partie de l'oxygène respirable sur Terre est produite par le processus biologique de la photosynthèse. Les plantes et des organismes microscopiques, comme le phytoplancton, utilisent la lumière du soleil et le dioxyde de carbone pour produire de l'énergie et rejettent de l'oxygène comme sous-produit. La lumière du soleil est un élément crucial de l'équation, donc cela ne peut se produire que dans les endroits où la lumière parvient. La lumière du soleil n'atteint que les 1000 premiers mètres de l'océan. Après, il fait trop sombre pour permettre la photosynthèse. L'oxygène à ses profondeurs provient de la surface poussée vers le bas par les courants. Mais en 2024, un groupe de scientifiques a révélé qu'il pourrait y avoir une autre source d'oxygène dans ces couches sombres de l'océan. Des scientifiques étudiant les nodules métalliques au fond marin ont remarqué quelque chose d'étrange dans leurs résultats. Ces nodules, de la taille d'une pomme de terre, sont surtout composés de manganèse et de fer. Mais les nodules contiennent également des concentrations de nickel, de cuivre, de cobalt et de terres rares. Ces éléments sont de plus en plus essentiels à la vie moderne, présents dans de nombreux appareils électroniques. De nombreuses entreprises minières en haute mer ont étudié la faisabilité de projets et de mines dans ces zones. Une de ces études, menée dans la zone appelée Clarion-Clipperton, a donné des résultats étranges. Les expériences ont envoyé des enceintes spéciales au fond de la mer pour mesurer divers facteurs. Avec le temps, les niveaux d'oxygène dans l'eau ont augmenté sans aucune explication. Selon les scientifiques impliqués, les résultats les ont intrigués pendant des années. Ils ne pouvaient pas expliquer la source de l'oxygène et hésitaient à publier leur découverte. En 2024, ils ont finalement révélé l'information au public. On ignore comment l'oxygène a augmenté, mais certains scientifiques pensent que les nodules métalliques pourraient en être la cause. L'électrolyse est le processus par lequel l'eau est décomposée en molécules distinctes d'hydrogène et d'oxygène. Cela demande beaucoup d'énergie et d'électricité, mais les chercheurs ont suggéré que les nodules pouvaient avoir une surface chargée, ce qui permet au processus d'avoir lieu. Un autre processus biologique pourrait aussi exister dans les profondeurs marines et être resté jusqu'ici inaperçu. Des scientifiques restent sceptiques sur les résultats. Un article d'opinion publié cette année affirmait que le processus d'électrolyse violerait les lois de la thermodynamique. Cela semble créer de l'énergie, ce qui ne devrait pas être possible. Les scientifiques mentionnés dans cet article pensent que l'oxygène provient d'une erreur expérimentale, telle qu'une bulle d'air venue de la surface est restée piégée. Ceux qui ont participé à l'expérience initiale ont réfuté cette affirmation. De nouvelles expériences sont menées pour percer ce mystère. 2 nouveaux atterrisseurs seront envoyés dans la zone de Clarion-Clipperton dans les prochaines années. Il est possible que ces expériences confirment que ce que l'on appelle l'oxygène noir n'est rien d'autre qu'une erreur expérimentale. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.